struggle love, même dans les hautes sphères, les figures féminines. Hello les guys, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt, que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de la série Netflix Queen Charlotte, que vous avez quasiment tous regardée. Parce que c'est une série romantique comme on les aime, avec de belles femmes noires ou des femmes assimilées noires, des femmes métisses, avec de belles robes de princesse, du luxe, de l'aristocratie, des bonnes manières, des personnes bourgeoises évoluant dans la haute société. C'est tout ce qu'on aime, c'est léger tout en étant profond. Et je tenais vraiment à vous en parler parce que si on est assez attentive, cette série, elle nous enseigne des leçons de vie en général et de dating en particulier. Donc, comme vous pouvez le savoir, la série Queen Charlotte, c'est la continuité de l'univers des Bridgerton. On a de belles toilettes, des robes somptueuses, des beaux et gros bijoux, de belles coiffures. On a des belles jeunes femmes également qui recherchent un bon parti. C'est quasiment même le but, se marier, mais bien se marier. On a des balles de débutantes dans la haute société, des intrigues de cour, des triangles amoureux. C'est du gossip, des bruits de couloir avec Lady Whistledown. C'est vraiment tout ce qu'on aime niveau romance. Donc comme vous le savez, la reine Charlotte, c'est le préquel des Bridgerton où on s'attarde beaucoup plus sur la vie amoureuse des vieilles mères. La reine là, qui semble austère et assez froide au premier abord quand on regarde les Bridgerton, là on a plus une histoire de... on a plus une série qui se concentre en fait sur sa vie amoureuse quand elle était jeune. On a également Lady Dunbury qui était assez mystérieuse dans... les Bridgerton, on savait que c'était la rich auntie, la veuve assez riche, assez aisée, mais on ne savait vraiment pas pourquoi elle était veuve et pourquoi elle ne s'était pas remariée, etc. Et là, on en apprend beaucoup plus. Et également, on a aussi la vie de Lady Violet Bridgerton lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, avant qu'elle ne se marie, puisque effectivement, c'est elle qui marie ses enfants dans la série qui porte le nom Bridgerton. Donc moi j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup apprécié aussi de voir des femmes noires ou assimilées noires ayant une haute position sociale, des femmes aristocrates, vraiment féminines, que ce soit la reine Charlotte ou même Lady Dunbury. Et aussi, ce sont des femmes qui manœuvrent pour leurs propres intérêts et pas pour aller encore sauver les autres femmes, qui veulent encore sauver d'autres personnes. On a des femmes noires cette fois-ci qui se concentrent sur elles, sur leur level up, qui se concentrent sur leur vie et comment asseoir leur position, comment asseoir leur pouvoir. C'est vraiment ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On a Lady Dunbury qui se concentre sur les intérêts de son mari, puisque indirectement, les intérêts de son mari, ce sont aussi les intérêts d'elle et de ses enfants. La reine Charlotte aussi, qui cherche à asseoir son pouvoir, à asseoir son autorité, son statut de reine, et qui s'impose même devant la princesse mère, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, la reine mère, princesse mère, peu importe, la mère du roi George. Et franchement, c'est fait en toute féminité, aller prendre le thé avec la reine pour discuter de ses différents intérêts, aller organiser un bal de débutantes. Franchement, c'est fait en toute féminité. C'est vraiment parfait. C'est tout ce qu'on attendait. Donc là, je vais me concentrer sur l'analyse du personnage de la reine Charlotte. Je vais d'abord commencer par elle et je vais finir avec Lady Dunbury. Je ferai l'analyse des autres personnages dans d'autres podcasts, mais là, pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces deux figures féminines. Donc la reine Charlotte, c'est une jeune princesse métisse qui quitte son Allemagne natale pour aller épouser le roi d'Angleterre. Alors comme c'est de coutume à son époque, les femmes ne choisissent pas leur conjoint et encore moins les femmes de l'aristocratie parce que les mariages étaient avant tout considérés comme des alliances politiques, des alliances militaires et économiques plutôt comme de simples liaisons amoureuses. On ne se mariait pas par amour parce qu'on a vu le coup de foudre, on se mariait parce qu'il fallait renforcer sa position sociale, parce qu'il fallait avoir des alliances militaires, parce qu'il fallait étendre son pouvoir économique, etc. On ne se mariait pas juste parce qu'on était tombé amoureuse d'un homme ou d'une femme, ce n'était pas possible. Donc on peut comprendre en fait, au début de la série, on peut comprendre donc qu'elle boude, qu'elle est embrouille avec son frère, parce qu'effectivement, il la promet en mariage sans son consentement, sans qu'elle ne soit au courant. Elle ne connaît pas l'homme qu'elle va épouser, elle part très loin de chez elle, elle quitte sa famille, elle quitte son pays, elle quitte son environnement, le monde qu'elle a toujours connu pour un monde étranger qu'elle ne connaît pas, pour des personnes qu'elle n'a jamais vues. Donc au début, on a vraiment affaire à une jeune femme, surtout même je dirais une jeune fille puisqu'elle n'avait que 17 ans, qui a des réactions assez puériles, des réactions d'adolescente, mais on le comprend puisque elle quitte en fait l'adolescence pour aller ensuite entrer en tant que femme dans le monde.
Donc bien qu'elle finisse par accepter son sort, parce qu'au final, donc, elle se rend compte que c'est quand même un sort assez enviable, on va se dire la vérité. Son frère lui-même dit c'est quand même un destin assez enviable que d'épouser le roi d'Angleterre, hein, on va se dire la vérité. Même si elle accepte son sort, mais au début, à un moment donné, elle hésitait, elle voulait s'enfuir, elle se disait, bon, peut-être que si je grimpe par-dessus cette muraille et que je m'enfuis, je pourrais rentrer chez moi, je pourrais retrouver le monde que j'ai laissé, je pourrais retrouver ma famille, je pourrais retrouver mes amis, je pourrais retrouver mon environnement familier. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, sa rencontre incongrue avec son futur mari dans le jardin. Alors c'était tout en romance, c'était tout en beauté, tout en poésie, lol. Elle tente de fuir son mariage arrangé, et là, dans le jardin, de façon inopinée, elle rencontre celui qui va devenir son mari, le roi George. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'au début, elle était assez autoritaire, elle le considérait un petit peu comme un valet. Venez m'aider, je suis une demoiselle en détresse, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous ne voulez pas aider une demoiselle en détresse, etc. Et finalement, elle finit par s'adoucir en comprenant qu'elle parle au roi, son futur époux. Et j'ai beaucoup aimé parce que les deux jeunes gens, on voit qu'ils s'aiment, ça promet un bel avenir. Même le mariage par la suite, la cérémonie de mariage se déroule parfaitement bien au final. Et on se dit que ça va être un long fleuve tranquille, ça va être un couple assez harmonieux, un couple qui va s'aimer, un couple paisible, que tout va bien aller, etc. Sauf que, rentré de la cérémonie, le roi refuse de vivre sous le même toit que sa femme. Et là, j'avoue avoir été très surprise parce que la rencontre dans le jardin, ça nous laissait entrevoir que Charlotte et George formeraient un couple heureux, un couple harmonieux, qu'on aurait une happy ending made in Disney, ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants. Et donc au début, quand j'ai vu que le roi refusait de vivre avec sa femme et qu'il a totalement changé de regard, qu'il a totalement changé de visage, j'ai tout de suite pensé qu'il était un vulgaire hypocrite qui avait accepté l'offre de mariage, mais en fait il s'était comporté comme un gentleman juste pour l'amadouer, juste pour qu'elle se marie, qu'elle accepte de l'épouser. Il s'était comporté ainsi avant la cérémonie, mais qu'au final il allait la maltraiter, qu'il allait être un mari goujat, un mauvais mari. Et j'ai vraiment pas du tout aimé ça. Je me suis dit que franchement, le roi, il était une saleté d'hypocrite. Il n'était vraiment pas attiré par elle. Je pensais même qu'elle le dégoûtait et que peut-être qu'il était gay. Ça se peut. Donc je me suis dit peut-être qu'il est gay, peut-être qu'il a autre chose, peut-être qu'il est raciste, en fait qu'il l'aime pas du tout et qu'il a juste épousé parce que voilà, mais qu'en fait il ne veut absolument rien avoir à faire avec elle. Et donc pendant plusieurs épisodes, on a cette désillusion. On comprend en fait que le couple ne sera probablement jamais heureux ensemble, que chacun va vivre de son côté et qu'ils vont simplement accomplir leur devoir conjugal, leur devoir royal qui est de donner un héritier à la couronne. Donc pendant plusieurs épisodes, comme je vous dis, il y a tout un mystère qui est fait sur l'état de santé du roi. Parce qu'on comprend que le roi, il fuit sa femme, le roi ne veut vraiment pas vivre avec elle, et on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, quelle est la raison qui justifie que le roi ne veut pas vivre sous le même toit que sa femme. Et on comprend qu'il s'agit de son état de santé. Les majordomes parlent entre eux, mais ils ne veulent jamais dire vraiment toute la vérité. En tout cas, le majordome du roi ne veut pas dévoiler la vérité, c'est comme si c'était honteux. Le roi se cache dans son château, là, son observatoire, il accepte très mal les visites inopinées de sa femme, on sent vraiment que le roi se cache de la reine, et que ça a vraiment à voir avec son état de santé plutôt qu'autre chose. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la maturité de Charlotte, parce que lorsqu'elle a compris, en fait, lorsqu'elle a vu l'état de santé du roi, que c'était un problème de santé mentale, elle a vraiment été dans l'acceptation, elle a vraiment été dans le soutien, elle était très mature, et on a vu que c'était une femme au final qui était dévouée, qui était là pour soutenir son mari, même dans ses moments de faiblesse, même dans ses moments de vulnérabilité. C'est vraiment cet épisode où ils sont en train de dormir, puis que le roi se lève durant la nuit, il commence à marmonner et à griffonner sur le mur, et qu'elle se réveille et elle l'appelle, et lui ne la reconnaît pas, il est vraiment absent, il est vraiment dans ses pensées. Et il part dans le jardin en criant les étoiles, Vénus, peu importe, et il commence à se déshabiller. On voit vraiment qu'elle est là auprès de lui, qu'elle est vraiment présente, qu'elle est vraiment un soutien pour lui. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, ce que j'ai moins aimé par contre, c'était sa dureté envers le majordome, parce que le majordome à la fin de la journée, c'est un homme qui est dévoué, c'est un homme qui a prêté serment pour la servir, qui est là, qui œuvre dans ses intérêts. Il est en backstage et il commence à parler, à argumenter avec le majordome du roi pour que le roi démontre beaucoup plus d'affection envers sa femme, envers la reine Charlotte, et donc il a vraiment les intérêts à cœur de la reine. Et j'ai pas vraiment aimé pourquoi elle était dure envers lui, pourquoi est-ce que elle le rudoyait. Je pense qu'elle essayait de se décharger de sa frustration et de l'éloignement forcé que lui imposait la santé de son mari, mais j'ai vraiment pas aimé la manière dont elle traitait son majordome. Donc ça, c'est mon opinion.
Mais au final, on sent que la reine Charlotte, c'est une femme qui sait tenir son rang, une femme qui est dans le devoir, qui prend ses responsabilités. Elle est la femme du roi, elle va le soutenir, elle va être auprès de lui, elle va être son soutien, elle va être dévouée. On sent que c'est une femme qui sait tenir son rang. On sent que aussi elle reconnaît son statut social, même devant la reine. À un moment donné, elle lui dit vous m'avez choisi, hein, c'est vous qui m'avez choisi, je suis la reine et vous devez aussi vous m'obéir en fait. C'est un peu ça, le roi refuse de vous voir et c'est comme ça ne sera pas autrement. Elle donne les ordres et ses sujets lui obéissent. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, je me concentre beaucoup sur la Charlotte qui est jeune parce qu'elle me semble beaucoup plus aimable, beaucoup plus abordable, si on peut dire ça comme ça. Tandis que la Charlotte qui est mère et grand-mère, moi je la trouve beaucoup trop froide, je la trouve trop rude, je trouve qu'elle a un ton trop sarcastique et j'aime pas trop son personnage quand elle est quand on la voit dans les Bridgerton ou quand on la voit dans la Reine Charlotte, mais quand elle est beaucoup plus âgée, grand-mère, j'aime pas trop son personnage, même si je comprends effectivement que sa vie de femme mariée, sa vie de femme, d'épouse n'a pas été facile, qu'elle a dû composer très tôt avec la maladie mentale de son mari. Est-ce que le roi était bipolaire? Je ne le sais pas, mais c'est en tout cas ce qui semble se présager, ce qui semble ressortir de la série. On sent qu'elle a vraiment dû remplir son rôle de femme, son rôle d'épouse et son rôle de reine, et qu'elle a moins investi dans son rôle de mère, qu'elle a mis beaucoup plus d'énergie à soigner son mari, à être présente pour son mari, et par contre au niveau de ses enfants, on sent qu'elle aura moins démontré de l'affection, et c'est pour ça que ses enfants à un moment donné le lui reprochent qu'elle n'a pas été une bonne mère. Mais bon, ça c'est que mon avis par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'elle et Lady Dunbury deviennent rapidement des amies, et on sent vraiment que c'est une amitié sincère. Il y a une réelle prise en compte des intérêts de chacune. C'est vraiment pas une amitié à sens unique où seulement une personne se soucie de l'autre, fait tout pour l'autre. C'est vraiment une amitié réciproque. On sent que Lady Dunbury, elle est là pour lui donner des conseils, pour que en fait, elle puisse asseoir sa position auprès du roi, parce que effectivement, tant qu'elle n'aura pas d'héritier, son siège sera éjectable. On sent aussi que la reine Charlotte, elle est là aussi pour défendre les intérêts de Lady Dunbury. Quand, par exemple, Lady Dunbury lui demande d'obliger, entre guillemets, de recommander fortement à ses dames d'honneur d'assister à son bal de débutante, elle le fait. À la fin de la série, on voit aussi qu'elle est prête à aider Lady Dunbury pour la reconnaissance des titres de son mari qui vont être transmissibles à leurs fils, à leurs enfants. Donc on voit vraiment que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une réelle amitié. Elles sont là toutes les deux dans les bons comme dans les mauvais moments. Elles se soutiennent, elles se disent aussi les vérités. Et elles veillent chacune réciproquement aux intérêts de l'autre. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça, notamment même au niveau de ses enfants. Mais bon, les enfants de la reine Charlotte, ce sont des vauriens, ils ne valent absolument rien. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt à parler d'eux. C'est un petit peu ça. Après, il y a des choses que je n'ai pas vraiment appréciées. Et surtout, la chose que je n'ai pas appréciée, c'est au niveau du love. Vous avez compris, hein, le struggle love, même dans les hautes sphères. C'est que ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on donnait quand même une charge assez lourde. On lui donnait une charge assez lourde à seulement 17 ans. C'est gérer la maladie mentale de son mari, du roi, et en plus de ça, de devoir donner des héritiers à la couronne. Je pense qu'à 17 ans, c'est quand même assez lourd. Hein, c'est quand même un lourd fardeau. C'est une sorte de cadeau empoisonné. C'est comme une erreur sur la marchandise. Et je n'ai pas vraiment aimé cette dynamique parce qu'on sent que, même si c'est vrai que les deux s'aimaient, le roi George et la reine Charlotte, ils s'aimaient d'un amour sincère, mais il y a comme un message subliminal. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui suis un peu parano et qui vois tout en noir, etc. Mais j'avais comme l'impression que c'était un message subliminal, comme pour dire que les femmes noires ou assimilées noires, elles vont ramasser les leftovers, les restes angolos, les machins recrachés des autres. Parce qu'on comprend au final que si le roi a épousé Charlotte, ce n'est pas parce qu'elle appartenait à une famille trop puissante, ce n'est pas parce qu'elle était trop belle, ce n'est pas parce qu'elle était trop riche, mais c'est juste parce que, en fait, le roi, étant donné qu'il a une maladie mentale, il était refusé, il était rejeté par les autres femmes de haute naissance d'Angleterre. Et c'est parce qu'elles le refusaient, c'est parce qu'elles le rejetaient qu'ils ont dû accepter, ils ont été comme forcés entre guillemets, ils ont été comme contraints d'accepter une femme métisse pour jouer le rôle de reine. Donc ça, j'ai pas vraiment aimé. C'est comme si ce message subliminal qui disait que les femmes noires ou assimilées ramassent les leftovers, les restes angolos, les machets recrachés, ça je n'ai pas vraiment beaucoup aimé. Alors oui, je me suis informée, je suis allée lire donc la biographie de la reine Charlotte sur Wikipédia et je me suis rendu compte que dans la réalité, c'est vrai, la reine Charlotte a dû gérer la maladie mentale de son mari quand elle s'est mariée, donc très tôt.
Mais je pense que pour une série romantique, une série du style, du genre Orgueil et Préjugés, qui nous représente, qui présente pour la première fois des femmes noires en position hautement enviable, des femmes noires en modèle de féminité absolue, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec, avec cette histoire. J'ai beaucoup de mal en fait avec La Maladie du Roi. Je pense qu'il aurait fallu maquiller la réalité. Il aurait fallu embellir. On a pu prendre des personnages noirs pour jouer des nobles. On aurait dû aussi trouver autre chose pour La Maladie du Roi. On aurait dû trouver autre chose plutôt que ça, parce que là ça me dérange absolument. Et je pense qu'ils auraient dû embellir la réalité, ils auraient dû embellir, ils auraient dû même mentir. Là, on s'entend que c'est quand même une série, c'est une série fictive. Donc voilà, moi je pense que de ce côté-là, il y avait un travail à faire au niveau du scénario. Sachant que de l'autre côté, Lady Dunbury aussi, elle ne rattrape pas le coup, hein. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, je vais parler de l'analyse du personnage de Lady Dunbury. Lady Dunbury. Alors, que dire sur Lady Dunbury? Que dire sur elle? C'était la femme de la série. Tout était présent. Que ce soit la beauté. C'était la plus belle femme. C'était la plus belle de toutes les femmes de la série. Toute ethnie, tout peuple, race confondue. La reine, elle était mignonne. Mais Lady Dunbury, elle était largement beaucoup plus belle qu'elle. Lady Dunbury, c'était la hot girl, la go en pim, la besta bestie best. C'était la meilleure niveau beauté dans la série. Il n'y a personne qui la battait. Le statut social. Lady Dunbury, elle est originaire d'une famille régnante au Sierra Leone. Elle est mariée avec un homme de haute naissance, même si son mari, on s'entend qu'il est idiot, il est bête, il est tout ce que vous voulez. Mais à la fin de la journée, son mari, il avait quand même la position sociale, c'était qu'un aristocrate. Et en plus, ils étaient nouvellement titrés Lord and Lady Dunbury. Donc le statut social était là. L'élégance. Donc effectivement, c'est une femme de haute naissance, c'est une grande bourgeoise, elle avait des tenues, des coiffures, des bijoux, des parures aussi somptueuses les unes que les autres. Donc ça, il y avait la douceur. Lady Dunbury, c'est une femme très agréable, une femme souriante, une femme douce. Même devant son mari, on sent que le mari, il est complètement à l'ouest, il n'a pas compris les dynamiques de pouvoir, il n'a pas compris qu'est-ce qui se joue, il n'a pas compris que c'était la grande expérimentation, il n'a absolument rien compris. Par contre, même devant son mari qui la minimise, elle lui, allez, prends tout ce que tu veux, prends la gloire si tu veux, il n'y a pas de souci. Elle reste douce, elle reste souriante, elle reste agréable. Franchement, Lady Dunbury, mouah. La féminité. Lady Dunbury ne se bat pas dans les rings de boxe. Lady Dunbury ne se bat pas au combat dans un champ de bataille. Elle ne se bat pas avec des épées. Elle ne se bat pas avec des arcs. Lady Dunbury se bat avec une tasse de thé. Prendre le thé avec la reine pour faire valoir ses intérêts et ceux de sa famille. Organiser un bal de débutante pour asseoir sa position dans la haute société. Franchement, Lady Dunbury, chapeau, chapeau. Et même au niveau de son... au niveau même de sa vulnérabilité. À un moment donné, il y avait un épisode où elle pleure parce qu'elle se rend compte en fait que toute la charge qu'elle a, c'est énorme, c'est beaucoup pour une seule femme, gérer la succession de son mari et peut-être même la bataille juridique pour les titres, est-ce que ça va être transmissible à ses enfants? Elle craque, elle pleure devant la reine, mais même là encore, c'est en féminité. Elle prend le thé avec la reine, elle craque et la reine, même si effectivement, bon, on sent qu'il y avait un manque d'empathie, mais en même temps c'est son adversaire, mais c'était tout en féminité, c'était tout en beauté, c'était tout en douceur, enfin bref, c'était l'intelligence. Lady Dunbury, elle est hyper intelligente, elle est wise. Lady Dunbury, elle a compris que la grande expérimentation, tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre, il faut consolider sa position, il faut renforcer son pouvoir, il faut se stabiliser, il faut s'asseoir, il faut être incontournable. Lady Dunbury, c'est elle qui fait prendre conscience à la reine de son statut social, de la précarité aussi de son statut. Tu es reine aujourd'hui, mais on peut t'éjecter. Tu es sur une position, tu es sur un siège éjectable. Donne un héritier à la couronne et tu seras sur un siège inéjectable. Bref, Lady Dunbury, intelligence, il y avait intrigue, il y avait discrétion. Lady Dunbury, elle est sortie avec des hommes, personne n'a rien su, personne n'a rien vu, personne. Il a fallu que ce soit Lady Violet Bridgerton qui fouille dans ses affaires pendant son absence, pendant qu'elle était absente, pendant qu'elle avait le dos tourné pour voir en fait, pour remarquer que Lady Dunbury gardait, conservait une petite couronne en papier mâché qu'elle faisait quand elle était plus jeune et qu'elle donnait à son père. C'est là qu'elle a compris que Lady Dunbury avait été l'amante de son père. Mais sinon, sans ça, elle n'aurait jamais su, tout en discrétion. Bref, Lady Dunbury, elle était tout simplement exquise. C'était la femme qu'il fallait être, Lady Dunbury. Toutefois, et oui, il y a un mais,
Lady Dunbury rate complètement son côté amoureux. Là, je soupire là parce que franchement, c'est agaçant. Oui, même si je peux lui pardonner son escapade diurne avec un homme marié et remettre ça sur le compte de la solitude, de son veuvage, parce qu'elle avait un mari qui ne valait rien, qui était vieux, idiot, laid, tout ce que vous voulez, même si je peux fermer les yeux et lui pardonner, ça ne veut pas dire que j'accepte ce genre de choses, ça ne veut pas dire que je soutiens, justifie l'infidélité de sortir avec un homme marié. Mais je ne lui pardonne pas son manque de discernement quant à l'offre de mariage que lui fait le duc de Mecklembourg-Strelitz. Je ne lui pardonne pas. Le gars avait tous les critères, toutes les cases étaient cochées. Un homme responsable qui va la prendre en charge, elle et ses enfants. Un homme amoureux qui l'aime, mieux que Russell Wilson qui aime Ciara. Un homme amoureux qui l'aime et qui est prêt pour elle, qui est prêt à l'épouser. Un homme avec un statut social, un prince héritier allemand, Mecklembourg-Strelitz. Un homme qui peut faire d'elle la reine ou la princesse, la duchesse des Mecklembourg-Strelitz, qui peut encore lui conserver son statut social. Un homme mignon, un homme avec une mignoncité. Il n'était pas laid comme son vilain mari là, ou son faux amant là, qui n'est même pas beau. Et c'était le frère de sa meilleure amie. Toutes les cases étaient cochées. Mais qu'est-ce que la Lady Dunbury a fait? Elle a refusé l'offre. Elle a refusé l'offre de mariage alors que sa situation devenait de plus en plus précaire. Sa situation financière est devenue de plus en plus pénible. Elle est nouvellement veuve, sans aucune protection masculine dans un monde d'hommes, dans un monde patriarcal. Même pour aller consulter un notaire, il fallait être accompagné d'un homme. Et là, vu que son mari était décédé, il a fallu qu'elle change, qu'elle dise juste Dunbury pour pouvoir avoir cette rencontre avec le notaire, pour pouvoir avoir son rendez-vous. Sinon, si elle mettait Lady Dunbury, elle n'allait même pas avoir son rendez-vous. Donc elle est veuve dans un monde masculin, sans aucune protection masculine. Elle a des jeunes enfants. Effectivement, elle les a eus dans le mariage, ça, il n'y a pas de souci. Mais elle a des jeunes enfants et elle est actuellement veuve. Elle est actuellement mère célibataire. Son mari ne lui a probablement rien laissé en héritage. Il a bouffé tout l'argent qu'il avait, tout l'héritage qu'il avait. Donc elle n'a quasiment peut-être plus rien. Elle a peut-être même encore des dettes. Elle n'a plus de revenus. Toute sa famille compte sur elle. Des grands gaillards sont venus lui dire qu'est-ce qu'on va faire. Elle, une jeune femme, une jeune veuve éplorée, c'est elle qui a besoin de soutien, c'est elle qui doit encore soutenir les autres, qui doit soutenir sa famille. Le titre de son mari n'est peut-être même pas transmissible à ses enfants. Il faut savoir que c'était la grande expérimentation. On donnait des titres pour commencer à permettre à ce que d'autres personnes soient insérées dans la société, mais c'est peut-être des titres qui ne sont pas transmissibles. Et qui dit non-transmissibilité du titre, dit que les enfants ne vont rien hériter. Ils n'auront plus les terres, ils n'auront plus les rentes que leur donnait le titre. Et ça va revenir à la couronne. Et elle, comme une idiote, elle tombe amoureuse d'un homme marié avec qui elle n'a aucun avenir. Dans une société où il est impossible de divorcer, où même les divorcés sont vus comme des pestiférés, elle refuse l'offre de mariage du duc héritier, le prince héritier des Mecklembourg-Strelitz. Je suis tombée de ma chaise, je n'en pouvais plus. Pourtant, Lady Dunbury, c'est une femme très intelligente, une femme perspicace, une femme wise qui comprend que malgré la grande expérimentation, les avantages qu'ils ont ne sont pas consolidés. Les avantages qu'ils ont ne sont pas coulés dans le béton, qu'il faut renforcer sa position, qu'il faut maintenir ses avantages. Elle comprend ça, mais malgré cela, elle refuse l'offre du prince de Mecklembourg-Strelitz et préfère se débrouiller seule avec des enfants en bas âge dans un monde d'hommes, dans un monde patriarcal de cette société d'Angleterre. Mais quelle est cette folie de l'indépendantisme qu'on veut coller aux femmes noires? Alors si vous n'avez pas compris, c'est pour ça que je donne le titre, le struggle love même dans les hautes sphères, struggle love même dans les hautes atmosphères. C'est pour ça que je donne le titre à mon podcast. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait à Hollywood? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils puissent nous dépeindre aussi idiotes en amour? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Le struggle love même dans les hautes sphères, le struggle love même en haute atmosphère. Tu veux te débrouiller seule, veuve, dans un monde d'hommes, avec des enfants en bas âge, sans revenus, sans rien, sans titre, sans rente. Comment tu vas faire?
Tu cours après un homme inaccessible. Alors effectivement, elle n'a pas vraiment couru après lui, puisque quand elle s'est rendue compte que le gars, il continuait avec sa famille, qu'il n'allait pas divorcer, qu'il allait rester avec sa femme et sa famille, elle est partie de son côté. Mais qu'est-ce que tu refuses? Une offre de mariage qui coche toutes les cases, l'offre de mariage d'un mari presque parfait. Qu'est-ce que tu refuses? Et encore, je ne vous ai même pas parlé. Quel est le cadeau que le gars lui a offert? Le vieux cadeau que son vieux amant là lui a offert. Quel est le cadeau qu'il lui a offert? Une vieille couronne en papier mâché. Il ne pouvait pas lui offrir un petit bijou porte-bonheur comme les autres. Alors je ne suis pas en train d'encourager l'infidélité, ne me comprenez pas mal, mais je parle simplement d'un homme qui aime une femme. Il ne pouvait pas lui offrir un petit bijou porte-bonheur, un petit collier, un petit quelque chose, même des fleurs. Non, il fallait que ce soit encore le restangolo de papier crépon d'art plastique de sa fille. C'est too much, too much, too much. Un restangolo de papier crépon de couronne. C'est ça qu'il est parti offrir à une femme comme Lady Dunbury. Flemme, 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 flemme. Alors franchement, je sais pas, moi je m'attendais à avoir un conte de fées, je m'attendais à avoir une histoire d'amour qui se finit bien, même si avec peut-être des rebondissements, avec peut-être des obstacles, etc. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à Hollywood. On aura peut-être qu'une femme noire un jour a tué l'ancêtre du fondateur d'Hollywood. Peut-être qu'il faudra qu'on se cotise pour qu'il puisse redorer notre image, je ne sais pas. Mais franchement, c'était too much pour moi et aujourd'hui, je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, partagez, likez. Je ne veux pas vos restangolo de commentaires. Je ne veux pas vos restangolo de j'aime. Je ne veux pas non plus vos restangolo d'abonnés. Commentez, partagez, likez avec des choses entières, des commentaires entiers, des j'aime entiers, des abonnés entiers. Lol. Commentez, partagez, likez. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.